Bonjour à tous. Pourquoi Yaël veut voler votre héritage? Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale depuis juin 2022 et députée macroniste après avoir été au Parti socialiste, a récemment défrayé la chronique en faisant une déclaration surprenante sur les plateaux télé, sur France TV notamment, où elle a déclaré, ouvrez les guillemets, vous savez, les héritages en rebond, ces héritages qui passent de génération en génération, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment, ça suffit. Alors, j'avais pas parlé des gros héritages, j'avais parlé notamment des héritages en rebond, c'est-à-dire des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit, ça peut pas, comme ça, se poursuivre sur des générations et des générations. Donc oui, moi je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre ce sujet en débat sur la table. Alors ça sera pas fait au détour d'un amendement, mais en tout cas, il doit y avoir un travail collectif qui est mené sur la taxation des héritages. La fiscalité, on voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien dans notre pays et ça n'est pas sain. Et elle poursuit, il faut plus taxer les héritages. Et on va analyser méthodiquement cette séquence pour que vous puissiez comprendre la gravité de ses propos et pourquoi je considère que ce qu'elle dit représente un danger civilisationnel. Tout d'abord, on parle de quoi lorsqu'on parle de taxer davantage l'héritage? Aujourd'hui, l'héritage en France est déjà taxé et lourdement sur la base d'un barème progressif. Pour vous donner quelques chiffres sur l'héritage, en ligne directe, parent-enfant, chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € sur la part qu'il reçoit et après l'abattement, la part taxable est soumise à un barème progressif. Jusqu'à 8 072 €, au-delà des 100 000, on paye 5% de droits de succession. Entre 8 073 et 12 109, on paye 10%. Entre 12 110 et 15 932 €, on paye 15% de droits de succession. De 15 933 à 552 324, on paye 20%. Et ça monte jusqu'à 45% au-delà de 1 805 677 € précisément. Donc, exemple pour celui qui hérite d'une maison de 500 000 €, une maison qu'il a héritée de ses parents. Tout d'abord, il a l'abattement de 100 000 €, donc il est imposable sur 400 000 €. Et si on applique le barème progressif pour l'héritage en ligne directe, ça nous donne 78 194 € de droits de succession. Donc, dans ce cas, pour pouvoir disposer de la maison que t'ont laissée tes propres parents, tu vas devoir sortir de ta poche 78 000 €. Et vous avez déjà compris le premier problème. Beaucoup de gens qui héritent n'ont pas cette somme. Être héritier ne veut pas dire être riche. Beaucoup de gens héritent de la maison de leurs parents, parfois des maisons où ils ont grandi, et pour recevoir cet héritage, ils doivent s'acquitter de montants astronomiques. Et vous avez compris que tout le monde n'a pas en cash disponible, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 € pour payer les droits de succession. Ceux qui ont un peu de chance ont, en plus d'une maison, hérité d'un peu de cash, de liquidité. Ça peut être un livret A, ça peut être une assurance vie, ça peut être peut-être des actions. Et donc, en liquidant le cash disponible, ils arrivent à payer les droits de succession et garder la maison. Mais pour beaucoup, ils doivent vendre la maison, sinon ils n'ont pas les moyens de payer les droits de succession. Et beaucoup abandonnent le projet. Beaucoup disent cet héritage, j'en veux pas. À cause des droits de succession, t'as plein d'héritiers qui disent moi, ne me parlez pas de cet héritage. Si pour récupérer la maison, je dois sortir 100 000 balles, foutez-moi la paix, j'en veux pas. Donc, premier problème, et c'est un peu le dénominateur commun entre tous les membres de la mouvance que j'appelle la gauchiasse hystérique, c'est qu'ils vous parlent de la France comme si c'était un paradis fiscal. Ils vous disent « il faut taxer, il faut augmenter les impôts, il faut plus de duty sociale ». Mais l'héritage est déjà taxé. L'impôt est déjà élevé, et même trop élevé.
La France, de par ses niveaux d'imposition les plus élevés au monde ou parmi les plus élevés au monde, et de par ses niveaux de redistribution aussi les plus élevés parmi les pays développés, applique déjà la justice fiscale. En France, on consacre 31,5% du PIB, donc presque un tiers du PIB, à la protection sociale. C'est le niveau le plus élevé en Europe. La France est le pays qui redistribue la plus grosse part de son PIB en aide sociale. Vous voulez quoi de plus comme taxe? Retenez bien ce chiffre. Imaginez toute la richesse que produit la France. Là, on parle du PIB. Imaginez toute cette richesse produite. Eh bien, un tiers de cette richesse ne sert ni au développement, ni à la recherche, ni à la production. Un tiers de cette richesse ne sert qu'aux aides sociales, ne sert qu'à la redistribution. Le premier poste étant les retraites. Les retraites nous coûtent très cher parce qu'on est un pays de plus en plus vieux et comme on n'a pas de retraite par capitalisation, toute la retraite est financée par l'État, donc c'est un gouffre financier. Ça représente à peu près 45% des dépenses de protection sociale. Le deuxième poste, c'est la santé et les soins. Ça représente 36% du total des dépenses. Et ensuite, la famille, donc la CAF et toutes les petites aides sociales qu'on a à droite à gauche, ça représente 7%. Et pour clôturer le palmarès, on a le chômage qui représente 5% des dépenses, ou les aides aux chômeurs, et 4% des dépenses qui sont consacrées à ce qu'on appelle l'exclusion sociale. Et ça, c'est un peu un fourre-tout. Il y a toutes sortes d'aides là-dedans. Donc, pour ceux qui disent « on veut plus de justice fiscale », on veut plus de justice fiscale. Il n'y a pas assez de justice fiscale en France. Mais ferme ta gueule! C'est quoi le projet? La moitié du PIB en aide sociale? 75% du PIB en aide sociale? 100%? C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui travaille, il n'y a que des aides sociales. Mais ces aides sociales, il faut bien les financer. S'il n'y a plus personne qui bosse, vous allez taxer qui? Parce que ces aides sociales sont payées par les riches que vous critiquez. C'est ceux qui gagnent de la thune qui se font taxer, qui permettent ensuite la redistribution. Je vous garantis que quand il n'y aura plus personne pour se faire voler, c'est-à-dire que toutes les personnes dotées de raison qui réfléchissent un peu se seront cassées de ce pays, quand il n'y aura plus personne à taxer, on verra d'où vous allez récupérer les aides sociales. Parce que pour payer 31% du PIB en aide sociale, encore faut-il qu'il y ait un PIB. Si tout le monde se casse, si tous les producteurs se cassent, bon courage pour faire du PIB. Donc la France est un pays qui dépense un tiers de son PIB dans le social. La France est un pays où la moitié ou plus de la moitié de la population ne paye pas d'impôts. Vous imaginez la minorité sur laquelle repose tout le fardeau fiscal du pays. Si on enlève en plus les étudiants, les enfants, les personnes qui ne travaillent pas parce qu'elles ne sont pas en âge ou en capacité de travailler, t'as à peu près 10% de la population qui fait tourner le pays. Donc si tu retires de l'équation tout ce qui ne produit pas de richesse, au sens de la création de richesse, les fonctionnaires, les étudiants, les personnes qui ne peuvent pas travailler, les enfants, tu retires toute la population qui ne peut pas produire de richesse, et ne me dites pas que le fonctionnaire produit de la richesse. Le fonctionnaire est payé par nos impôts. Alors, ne pas confondre, ne pas créer de richesse et ne pas être utile. La fonction publique, elle est utile lorsqu'elle est bien gérée. Mais elle ne produit pas de richesse. Est-ce qu'un prof est utile? Oui, il est utile. Est-ce que c'est un fonctionnaire? Oui, c'est un fonctionnaire. Est-ce qu'il produit de la richesse comme Vinci produit de la richesse ou comme Renault produit de la richesse? C'est-à-dire prendre de la matière première, la transformer avec de l'énergie, créer de la valeur ajoutée, l'exporter et faire rentrer des devises. C'est ça la création de richesse. Un prof ne fait pas ça. Il est utile, mais il ne produit pas de richesse comme le ferait un industriel. Voilà ce qu'on entend par création de richesse. Donc si tu enlèves tous ceux qui ne produisent pas de richesse, le fardeau fiscal repose sur environ 10% de la population, qui est asphyxiée. Quand les gens disent « en France, on se sent asphyxié par l'impôt », c'est pas que vous vous sentez asphyxié, vous êtes asphyxié.
C'est la réalité. Il n'y a aucun pays qui pratique la justice sociale ou la justice fiscale plus que la France. L'étape au-dessus, c'est le communisme. Le communisme, pas façon de parler, le communisme total, c'est-à-dire qu'on nationalise toutes les entreprises, tout est géré par l'État, c'est fini, il n'y a plus de secteur privé. C'est ça l'étape au-dessus. Donc déjà, le parc immobilier en France est en danger, sans qu'on ait à augmenter l'impôt sur les successions. Il est déjà en danger parce que tu as plein de gens qui n'arrivent pas à payer cet impôt. Tu as plein de gens qui vendent les biens pour en hériter parce qu'ils ne peuvent pas les garder, dans le cas des maisons notamment, ou d'un appartement. Et t'en as plein qui abandonnent l'héritage. Dans l'un des derniers appartements que j'ai et que j'essaye de vendre, et ça sera le dernier, je ne toucherai plus jamais de ma vie à l'immobilier après ça, eh bien, dans la copropriété, il y a une succession qui est bloquée parce que l'héritier n'en veut pas. Le notaire le contacte, tout le monde essaye de le faire bouger, l'appartement est vide, il se dégrade, et l'héritier n'en veut pas. Il dit... Faites-en ce que vous voulez, je n'en veux pas. Il refuse l'héritage. Pourquoi ? Parce que c'est un héritier lointain, je pense que c'est une vieille tante, donc en termes de frais de succession, il se fait démonter, peut-être aussi que ça lui prend la tête, et il ne veut même pas venir aux réunions de copropriété. Il dit « j'en veux pas, gardez-le ». Et il y a de plus en plus de gens dans cette situation. Les frais de succession sont tellement élevés qu'il y a plein de gens qui disent « me cassez pas les couilles, je vais pas payer 100 000 € de ma poche pour récupérer un appart pourri de ma vieille tante. Gardez-le, je garde mes 100 000 €, cassez pas les couilles ». Et du coup, cet héritage abandonné dont personne ne veut retourne à l'État. Et l'État, il en fait quoi ? Vous croyez que l'État sait gérer l'immobilier ? Parce que si on applique les idées de Yael Braun-Pivet, si on augmente l'impôt sur les successions, même à 100%, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'héritage. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il laisse sa maison, la maison retourne à l'État et ensuite l'argent est redistribué. L'État va se retrouver avec un parc immobilier immense. Et que fait l'État avec l'immobilier ? Comme avec tout le reste, que fait l'État d'une façon générale ? La réponse, vous la connaissez, de la merde. L'État qui prend quelque chose en gestion, en général, ça fait de la merde. Vous en voulez la preuve ? Vous allez me dire, encore l'observateur, le capitaliste. Le capitaliste qui crache sur tout ce qui est social. Non, on va parler chiffres. Parce que quand je vous dis que l'État fait de la merde, d'une façon générale, je ne parle pas que de l'État français. Dès que l'État, qu'il soit français, britannique, allemand, américain, dès que l'État prend quelque chose en charge, il en fait de la merde. Je vais vous donner un exemple avec le cas français. On a un parc HLM assez important en France, qui est géré par l'État, qui est géré par le public. D'après vous, ce parc, il est comment ? Il est bien entretenu ? Il génère du fric ? Vous savez quel est l'encours de dette des organismes de logement social en France ? 164 milliards d'euros. La dette des organismes HLM en France est de 164 milliards d'euros. C'est une dette principalement contractée pour financer les constructions, l'acquisition, la réhabilitation du parc locatif social. Et c'est des prêts qui sont faits sur des fonds d'épargne, notamment via la Caisse des dépôts et consignations. Et le service de cette dette, là on ne parle que des intérêts, le service de la dette est de 8,7 milliards d'euros. Donc le parc HLM géré par l'État, c'est un désastre. Sans parler des impayés qui représentent à peu près 20%. C'est-à-dire que un logement sur 5 ne reçoit pas de loyer. Et tout le monde s'en fout. Personne ne parle de cette dette, tout le monde s'en branle. Si on avait la même chose sur un bailleur privé, imaginez un bailleur privé ou un parc immobilier privé avec 164 milliards d'euros de dette, 8,7 milliards juste pour le service de la dette, avec un locataire sur 5 qui ne paye pas, des coûts de rénovation astronomiques, un parc éclaté, parce que les HLM, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un parc immobilier éclaté, même à la revente, ça ne vaut rien. C'est dans des zones pourries, avec de l'insécurité partout, c'est un parc qui ne vaut rien. Qu'est-ce qu'on dirait si c'était un bailleur privé ? Tout le monde, les médias, les politiques, tout le monde parlerait de faillite imminente et dangereuse.
Toutes les banques couperaient les financements. Qui va prêter à quelqu'un qui a une dette de 164 milliards d'euros? Les médias parleraient de crise systémique. La justice mettrait ces entreprises en redressement. Les actionnaires quitteraient le navire. Ils exigeraient un changement radical de gestion. Ils couperaient la tête au CEO. Si la même chose se passait dans le privé, ça serait un séisme. Mais comme ça se passe dans le public, tout le monde s'en branle. C'est normal, tout va bien, 164 milliards, c'est pas grand-chose, de toute façon, c'est le contribuable qui paye, donc on s'en branle. La médiocrité, la faillite, l'incompétence, la mauvaise gestion, dès que c'est fait par l'État, ça devient acceptable. N'importe quel privé qui fait la même chose, n'importe quel privé qui collecte 164 milliards de dettes sur un parc immobilier, il est fini. Un promoteur qui a une dette pareille, qui n'arrive même pas à louer correctement ses logements parce que le parc HLM, c'est des loyers très bas, c'est beaucoup de loyers impayés, c'est beaucoup de cassos qui ne payent pas. Un privé qui fait ça, qui a un parc aussi éclaté avec une dette aussi élevée, c'est fini pour sa gueule. Il est interdit de gestion pour les 20 prochaines années. Et en réalité, c'est comme si que dans l'esprit de la population, l'argent public, c'est pas vraiment de l'argent. C'est pas la même chose. Quand on parle d'un privé qui a une dette de 164 milliards, on panique. Mais dès qu'on parle de l'État qui a une dette de 164 milliards, notamment les organismes HLM, tout de suite c'est accepté. Qu'est-ce que c'est 164 milliards à l'échelle de la France? On est un grand pays quand même. Non, une dette c'est une dette. Que tu sois un grand pays, un petit pays, une dette c'est une dette. Et le problème du public, comme le disait Thomas Sowell, quand les décideurs ne paient jamais le prix de leurs erreurs, ces erreurs deviennent la norme. Quand le politique qui décide de la stratégie HLM fait de la merde, endette le pays, produit un parc HLM lamentable, désastreux, un parc HLM qui produit de la délinquance. C'est un cercle vicieux, le parc HLM français. Quand c'est un politique qui fait ça, il ne subit pas les conséquences de ce qu'il fait. Lui, il a son salaire de député à 7 000, 8 000, 10 000 euros. Il a son salaire de ministre à 15 000 euros. Ça ne le concerne pas. Il va à la retraite avec 7 ou 10 000 euros. Ce qu'il a fait pendant sa carrière politique, il s'en branle. Les gars successifs qui ont collecté cette dette ou qui ont contracté cette dette de 164 milliards, ils sont peut-être à la retraite aujourd'hui. Ça leur touche une couille sans bouger l'autre. Ils touchent leur retraite de 7 000 ou 10 000 balles, pareil. Le privé, il fait la même chose. Il est en faillite, c'est fini pour sa gueule. Ni retraite, ni avenir. Donc, il fait plus attention. Et s'il se trompe, il subit les conséquences de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que le politique est un mauvais gestionnaire, parce qu'il ne subit jamais les conséquences de ce qu'il a fait. Il peut endetter l'État, il peut endetter les organismes HLM, il peut tout envoyer valser, il peut ruiner le pays. Il ne subira jamais les conséquences de ce qu'il a fait. Quand les décideurs ne paient jamais le prix de leurs erreurs, ces erreurs deviennent la norme. Ensuite, Yael Braun-Pivet nous dit « On voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien. » Donc oui, moi je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre ce sujet en débat sur la table. Alors ça ne sera pas fait au détour d'un amendement, mais en tout cas il doit y avoir un travail collectif qui est mené sur la taxation des héritages, la fiscalité. On voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien dans notre pays et ça n'est pas sain. Et en ce sens, elle reprend une idée très répandue à gauche, qui est que en supprimant l'héritage, c'est-à-dire que tout l'argent retourne à l'État et il est ensuite redistribué équitablement sur toute la population, on rétablirait une justice fiscale. C'est-à-dire que les riches cesseraient d'être riches de génération en génération. Une pensée qui, en elle-même, a déjà prouvé son inefficacité. On a testé ce projet pendant 80 ans en Union soviétique et on sait ce que ça donne. Et c'est un peu le drame de l'idée collectiviste, de l'idée communiste, c'est-à-dire que c'est pas une idée fantasmée, c'est une idée qu'on a testée, que des populations ont testée dans leur chair, dans le bloc de l'Est,
pendant 80 ans. On a vu ce que ça a donné. Ça a été testé à Cuba. On a vu ce qu'est devenu Cuba. C'est testé au Venezuela. On a vu à quoi ressemble le Venezuela. Les gens font du trafic d'organes pour arriver à vivre et à manger. Et on continue à raconter que ça serait une bonne idée. Staline a testé cette idée en Union soviétique. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a dépossédé les propriétaires terriens et il a imposé l'entrée de tous les paysans dans les fermes collectives. Ça a donné quoi d'après vous? On a viré les propriétaires privés et on les a forcés à entrer dans des fermes collectives pour travailler comme des salariés. Ça a donné quoi? Il a détruit la production agricole russe. Les soviétiques prennent le pouvoir en 1917, Staline arrive au pouvoir bien plus tard, mais ils prennent le pouvoir en 1917. En 1930, ils avaient déjà détruit la production agricole du pays, mais détruit jusqu'à la famine. C'est pas que la production a baissé de 10-20%. Ils ont créé la famine. Et l'une des famines les plus graves en Union soviétique s'est passée en Ukraine, avec la grande famine de 1932-1933, ce qu'on a appelé l'Holodomor. Une famine, quasiment un génocide, qui a causé la mort entre 4 et 8 millions de personnes. C'est la grande famine ukrainienne. Une famine telle que le Parti communiste a été obligé de placarder des affiches pour rappeler à la population que le cannibalisme était interdit. Les gens ont commencé à bouffer leurs cadavres. Les Ukrainiens commençaient à manger la grand-mère décédée, une personne de la famille qui meurt. Comme il manquait de nutriments, il n'y avait rien à manger, ils bouffaient leurs cadavres. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette histoire, renseignez-vous sur le génocide de l'Holodomor et vous comprendrez un peu mieux ce qui s'est passé. Les informations sur ce génocide ont été d'ailleurs assez difficiles à collecter parce que vous imaginez que face à une telle honte, face à un tel carnage, le Parti communiste a supprimé, brûlé les archives. Donc il a été très dur de reconstituer et trouver pour les chercheurs, pour les historiens, ce qui s'est passé exactement en Ukraine pendant cette période. Autre exemple moins spectaculaire, mais tout aussi dramatique, l'Algérie communiste des années 60-70. Quand la France quitte l'Algérie, l'Algérie était le 3e ou le 4e producteur mondial de vin. Alors, l'Algérie, c'était la France, mais on va faire une distinction entre France métropolitaine et Algérie. Et c'était le 4e producteur, juste après la France métropolitaine, l'Italie et l'Espagne. Et le premier exportateur de vin. L'Algérie était le premier exportateur mondial de vin, exporté essentiellement à l'époque vers la métropole. Et vous savez ce qu'a fait le président Boumedienne, deuxième président algérien après Ben Bella, un président à l'idéologie communiste très ancrée. Il n'a pas fait que ça. Je ferai peut-être, quand je parlerai de la décennie noire et de l'Algérie, je vous parlerai plus en détail de Boumedienne. C'était tout à la fois un communiste, un arabisant qui a détruit la culture berbère, un arabisant qui avait la haine des berbères et des amazirs et de la langue amazigh. Mais pour aujourd'hui, on va plus parler de l'économie qu'autre chose. Qu'a-t-il fait en arrivant au pouvoir des vignobles que la France avait laissés? Eh bien, il les a brûlés. Il a brûlé quasiment 90% des vignobles. Et vous savez pourquoi? Pour faire quoi à la place? Parce que vous allez me dire, peut-être qu'il les a brûlés parce qu'il avait une meilleure idée. Non, non, il les a brûlés pour planter des pommes de terre. Il a brûlé des vignobles centenaires pour planter de la pomme de terre. Et bien sûr, vous aurez compris le manque à gagner. La pomme de terre ne rapporte pas autant que le vin. En termes de valeur ajoutée, le vin est un bien meilleur investissement, sans parler du climat nord-africain semblable à ce qu'on a en Californie, qui aurait pu produire un vin d'excellence. Et d'ailleurs, dans le cas de l'Algérie, le destin de l'Algérie était scellé dès le départ. La France part en 62, en 63, tu savais déjà que c'était la merde.
Entre la petite présidence de Ben Bella et la présidence de Boumedienne qui a suivi, t'as compris que l'avenir du pays était baisé. Parce que je vais vous poser une question, et vraiment une question objective, hein. C'est pas pour me moquer, c'est pas pour faire du troll. Quel est le quotient intellectuel d'un dirigeant, d'un politique, qui brûle des vignobles centenaires pour planter de la pomme de terre? Quel est le niveau de flingage idéologique? Quelle est l'échelle du baisage de son cerveau? Quel est le niveau de cette baise cérébrale pour brûler des vignobles centenaires et planter de la pomme de terre à la place? Et j'allais dire aussi, quel est le niveau d'endoctrinement? Parce que Boumedienne était un islamiste camouflé. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. Donc dans cette idée de brûler les vignobles, il y avait aussi l'idée de l'interdiction du vin. C'est pour ça que je vous disais que le destin de l'Algérie était scellé dès les premières années de l'indépendance. Des islamistes arabisants communistes, t'as compris que le pays avait tout pour être baisé dès le départ. Mais ça, c'est un autre sujet, il y a énormément à dire sur l'Algérie, c'est vraiment un cas d'école, autant sur la question communiste que sur la question islamiste, que sur la question de l'incompétence de l'État. Je vous réserve ça pour une autre fois. D'ailleurs, pour finir sur une note optimiste au sujet de l'Algérie, la production agricole a repris. L'Algérie aujourd'hui est un pays capitaliste, hein, c'est un pays qui a tourné la page du communisme, même s'il y a des restes, hein, le communisme, c'est un cancer métastasé, on ne s'en débarrasse pas aussi facilement, il y a des restes de communisme et de socialisme en Algérie, mais pour une grande part, le pays s'est développé, s'est orienté vers un capitalisme moderne. Et donc aujourd'hui, on peut trouver du très bon vin de Mascara, de Tlemcen, du vin d'Algérie qui commence à être commercialisé, vendu, et c'est très bien, et tant mieux. Et il faut espérer que ça continue et que ça aille vers plus de libéralisme, d'ouverture et de commerce libre. Et vous aurez compris qu'il y a une raison pour laquelle les héritages restent dans les familles génération après génération. Quand Yael Braun nous dit c'est insupportable, ce patrimoine qui se transmet, il y a une raison à cette transmission. L'homme est arrivé à ce mode de fonctionnement par l'observation. On a constaté que lorsque l'héritage reste dans la famille, qu'il est transmis à ses enfants, il fonctionne mieux, il réagit mieux que lorsqu'il est donné à des inconnus. Le patrimoine est mieux préservé lorsqu'il est donné aux tiens que lorsqu'il est donné à des autres. Et tout le drame du gauchiste, tout le drame du communiste, c'est qu'il ne comprend pas ça. Il est resté bloqué sur la question matérielle. On va voler l'héritage des riches, on va le redistribuer aux pauvres. C'est très naïf, on est chez Robin des Bois. Et je vais vous donner un exemple concret pour que vous arriviez à toucher du doigt cette notion que j'essaye de transmettre. Imaginons une famille de vignerons, on va rester sur la question du vin, qui a un domaine des vignobles avec une bâtisse et une petite production viticole locale. Le père décède et les enfants qui ont grandi dans l'exploitation, qui ont la culture du vignoble, du vin, héritent de la propriété, de la marque, de la petite production viticole. Il y a 9 chances sur 10 qu'ils reprennent le travail et la tradition du père, et peut-être même du grand-père, de l'arrière-grand-père. 9 chances, pour ne pas dire 10 chances sur 10, qu'il y ait au moins un enfant qui reprenne l'exploitation. Tu ne peux pas grandir dans des vignobles, tu ne peux pas grandir dans cette culture et ne pas avoir à cœur de poursuivre la tradition. Et c'est en général ce qui se passe. Sauf accident, sauf problème d'héritage,
sauf conflit entre les héritiers, mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, dans un système communiste de redistribution, comme le souhaite Yael, qui nous dit ce truc qui tombe du ciel, c'est pas possible, comme si un vignoble centenaire, ça tombe du ciel. Non, ça tombe pas du ciel, connasse. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a des générations qui ont travaillé pour ça et qui l'ont transmis à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants. C'est pour ça qu'un vignoble centenaire survit. Mais imaginons, comme elle le dit, ce vignoble tombé du ciel est confisqué et redistribué de manière arbitraire à une famille modeste. On imaginerait par exemple comme un système de logement social où on louerait par exemple la parcelle de terre ou le vignoble ou le domaine viticole à des personnes modestes pour qu'elles travaillent la terre, qu'elles continuent à travailler ce vignoble. Ça va donner quoi d'après vous ? Ce vignoble qui est transmis, redistribué de manière équitable, ça va donner quoi ? Moi, je vais vous le dire, j'ai même pas besoin de voir cette expérience pour savoir ce que ça va donner. Ça va donner de la merde. Tout comme les fermes qui ont été confisquées aux agriculteurs russes pour être redistribuées ou collectivisées. Ça va donner de la merde. En moins d'1 an, le vignoble est mort. Parce que le vin, c'est une culture. Le vignoble, c'est une culture. L'amour de la terre, c'est une culture. Aujourd'hui, tu as des agriculteurs qui crèvent la dalle, qui se payent un SMIC, des fois qui ne se payent même pas, et qui gardent leur domaine, qui continuent à travailler, parce qu'il y a un côté affectif à la terre. Ça fait mal de vendre une terre qu'on a héritée de ses ancêtres. Ça fait mal, quand tu descends d'une famille d'agriculteurs, de devoir vendre le domaine parce que tu n'arrives plus à le faire tourner. Donc, les seuls qui gardent ça, qui gardent la terre, qui gardent les vignobles, même quand ça marche pas, même quand c'est difficile, c'est ceux qui ont une attache sentimentale. Le branleur à qui tu vas donner la terre gratos, il va faire quoi ? Pour le coup, lui, ça lui est tombé du ciel. Celui qui en hérite, tous ses ancêtres ont travaillé, tous ses ancêtres on en chié, on en bavé. C'est pas tombé du ciel. Mais celui à qui on va le distribuer gratuitement avec cette idée de redistribution et de justice sociale, lui, pour le coup, ça tombe du ciel. Et moi, je vous dis ce qu'il va en faire, de la merde. Tout comme les agriculteurs russes qui sont devenus des salariés maintenant qu'on les a dépossédés de leurs terres, ont fait de la merde. Parce que l'homme est un égoïste. Quand il travaille dur, il veut voir le fruit de son travail. Quand tu prends quelqu'un qui travaille dur, un entrepreneur, un mec qui se lève tous les matins, qui se défonce à la tâche, qui travaille, qui souffre, qui frôle la faillite mais qui continue, tu lui enlèves son entreprise et tu le mets en salarié. Tu le mets en salarié à 1 700 ou à 2 000 euros dans une boîte. Il va faire quoi ? Ben, il va rien faire. Il va se la couler douce. T'as tué son moteur, t'as tué son envie d'avancer. L'entrepreneur, ce qui le motive, c'est le résultat. Mais si le résultat est le même, c'est un peu le problème du salariat. C'est pour ça que le salariat est déprimant. Tu te défonces à la tâche, tu touches 2 000 euros, tu branles rien ou 3 fois rien, tu touches 2 000 euros, tu vas en vacances, tu as des congés payés, tu touches 2 000 euros. Quoi que tu fasses, tu touches la même chose. Comment tu vas être motivé ? Le salariat est un tueur. En tout cas, pour celui qui a une âme d'entrepreneur, c'est pas le cas de tout le monde. T'as des gens qui sont bien dans le salariat, ils sont pépères, ça tombe tous les mois, il n'y a pas de stress, ils peuvent faire ça sans problème. Mais pour celui qui a une âme d'entrepreneur, le salariat le tue à petit feu. Moi, le salariat, j'en ai souffert. J'avais envie de me tirer une balle tous les matins. À chaque fois que je me levais, je détestais ma vie. Moi, j'ai été salarié par accident. J'ai jamais eu l'âme d'un salarié, sauf que je ne viens pas d'une culture d'entrepreneur. Mon père était salarié, ma mère salariée. On n'a jamais eu de grands entrepreneurs dans la famille, à part mon grand-père qui était commerçant. C'est le seul modèle que j'avais.
C'est le seul qui avait des commerces, il a eu un resto, une boulangerie, il a géré des laveries automatiques, il avait plein de petits business à droite à gauche. Mon grand-père, ça a toujours été un débrouillard. C'est le seul modèle entrepreneurial de la famille. Mais à part ça, j'avais aucun modèle. Donc du coup, j'ai suivi la voie du salarié comme tout le monde, comme ceux qui ne savent pas. Mais j'en ai souffert. J'ai détesté ça. J'ai détesté avoir un patron, j'ai détesté avoir un petit chef, le gars qui vient derrière ton écran et qui regarde ce que tu fais. J'ai détesté ça. T'as beaucoup de gens qui sont en responsabilité et qui ne savent pas gérer. Ils font ce qu'on appelle micromanagement, c'est-à-dire qu'ils suivent tes tâches au quotidien. Au lieu de te laisser travailler et en fin de journée, tu fais un point. Une petite réunion pour savoir où t'en es. Moi, c'est comme ça que je travaille. Quand j'ai des gens sous ma supervision, des gens que je dois gérer, je les emmerde pas toutes les 15 minutes. Je les laisse travailler et je leur dis, à 16h, on fait un point. Quand je donne à quelqu'un un dessin à mettre à jour, par exemple, ou un plan à revoir, je lui casse pas les couilles en me mettant derrière son écran, en regardant tout ce qu'il fait. Je lui dis ce qu'il a à faire, je le laisse bosser, et à un moment T de la journée, on fait un point pour voir son avancement. Mais t'as des petits chefs qui se mettent derrière ton écran et qui te regardent limite travailler. C'est insupportable. Et moi, il n'y a rien qui m'a fait plus souffrir que le salariat. Parce que c'est pas ma nature. J'ai fait ça par accident, par défaut, d'être tombé plus jeune dans l'entrepreneuriat, dans le métier libéral, dans le travail pour soi. Et pour revenir à la question de la transmission, ce qui est le plus dramatique chez l'homme de gauche ou d'extrême gauche ou le communiste, le plus dramatique dans la pensée de gauche, est qu'elle exclut dans sa vision la question génétique. Parce que dans l'enrichissement, dans la question du patrimoine, de l'argent, il y a des facteurs génétiques, culturels, que personne ne veut voir. Je vous garantis que si on faisait une expérience de pensée et qu'on remettait tous les compteurs à zéro, c'est-à-dire qu'on supprimait tous les super riches de la Terre, toutes les fortunes, on enlève tout à tout le monde et on redistribue de manière équitable l'ensemble de cette richesse sur la planète entière. C'est-à-dire qu'on enlève aux milliardaires américains, français, allemands, tout ce qu'ils ont, et on redistribue de manière équitable sur tout le monde, y compris dans les autres continents, Asie, Inde, Afrique, Amérique latine, etc., de sorte que chaque terrien est l'équivalent de 100 000 $. Prenons un chiffre, une somme au hasard, c'est juste pour l'exercice de pensée. Je vous garantis qu'au bout d'une génération, 30, 35 ans, les mêmes pays seront de nouveau riches et les mêmes pays seront de nouveau pauvres. Si on remet les compteurs à zéro, en moins d'une génération, les milliardaires, les millionnaires américains, français, allemands seront de nouveau millionnaires et les autres pauvres seront de nouveau pauvres. Pour la simple raison qu'il y a des natures entrepreneuriales et d'autres natures qui ne le sont pas. T'as des gens qui ont l'agnac, l'envie, la testostérone, l'énergie pour réussir. T'as d'autres qui ne l'ont pas. Et c'est essentiellement des facteurs de génétique, d'épigénétique qui les définissent. C'est assez intéressant parce que vous remarquerez que la réalité génétique n'est pas ignorée dans les domaines de l'athlétisme. Ce qui est assez ironique parce que, et même paradoxal, parce que la réalité génétique est toujours ignorée dans les domaines de l'intelligence, de l'entrepreneuriat. Mais dès qu'il s'agit du sport, de l'athlétisme, du physique, elle est tout de suite admise. Par exemple, tout le monde admet que Usain Bolt est une force de la nature, un miracle anatomique. Tu peux t'entraîner toute ta vie, tu ne courras jamais le 100 mètres en 9 secondes 58. Jamais. Tout le monde admet que Michael Phelps est une anomalie. Tu peux t'entraîner toute ta vie, n'importe quel autre nageur peut s'entraîner toute sa vie. Il ne gagnera jamais 23 médailles d'or olympiques. C'est une anomalie. C'est quelque chose qui arrive une fois toutes les générations, même toutes les 2 générations, dans les cas de Usain Bolt et Michael Phelps. Donc, dans tout ce qui est sport, les différences physiques, anatomiques,
génétiques sont totalement admises. Les gens sont là, oui, Usain Bolt, c'est une force de la nature, c'est un truc, on n'a jamais vu ça, on ne verra peut-être plus jamais ça. Mais dès que tu parles d'intelligence, de QI, les gens commencent à avoir du mal. Ah, attention, ne parle pas de QI, l'intelligence c'est pas génétique, c'est plus des questions de culture, d'éducation, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école, alors que c'est une grave erreur. Confondre intelligence pure et éducation, c'est une grave erreur. T'as plein de gens qui ont fait de hautes études, de grandes études, qui sont des débiles absolus. On en a parlé dans l'épisode précédent. J'ai cité 2 personnages qui sont des doctorants, mais qui sont des débiles absolus. Et t'as des plombiers qui sont des génies. T'as des plombiers qui ont des QI de 130, 140, 150. C'est juste qu'ils n'ont pas pris la voie de l'université parce que ça les faisait chier. Et il y a beaucoup de gens très intelligents que les études font chier. Et en fait, leur intelligence devient contre-productive. Parce que les études, c'est chiant. Le modèle de l'école en lui-même est chiant. Quand tu es super intelligent, quand tu as le cerveau qui carbure super vite, qu'on te demande d'être assis, ne pas bouger pendant des heures, à écouter un débile parler, c'est chiant. Moi, je me faisais chier à l'école. Je me faisais profondément chier. L'un de mes premiers souvenirs d'école, j'étais assis, les bras croisés, et je ressentais que ma prof était bête. J'avais du mépris pour ma prof. C'est un truc assez bizarre, c'est vraiment un sentiment que j'ai mis du temps à comprendre parce qu'un enfant, pour moi, n'a pas le recul pour comprendre le système éducatif, pour se dire ma prof est complètement conne, ça me fait chier, la manière dont elle m'apprend à écrire. Je me dis un enfant, il n'a pas le recul pour comprendre ça. Et en réalité, si. Un enfant intelligent se rend déjà compte que le système éducatif est débile. Et t'as plein de garçons intelligents, c'est pas toujours le cas, hein. On va pas dire que tous les échecs scolaires sont des génies. Loin de là, je vois déjà plein de mecs en échec scolaire. Ouais, c'est parce que j'ai 150 de QI que j'ai échoué. Non, non, calme-toi. T'as peut-être échoué parce que t'es complètement con aussi. Mais il y a quand même une minorité d'élèves extrêmement intelligents et leur intelligence devient contre-productive parce qu'elle les empêche d'apprendre. Ils s'ennuient, donc ils décrochent. Donc ne pas confondre études et intelligence. J'ai connu des diplômés profondément débiles et j'ai connu des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ont fait des apprentissages, des plombiers, des menuisiers, extrêmement intelligents. Dans leur façon de travailler, dans leur façon de réfléchir, des gens qui trouvent des solutions sur des chantiers, qui réfléchissent extrêmement vite, qui te donnent des solutions auxquelles l'architecte n'avait pas pensé, des gens brillants, mais qui sont artisans. Ça n'a rien à voir en fait, il faut décorréler, il faut absolument décorréler l'intelligence des études. Pendant très longtemps, on a fait cette erreur. T'es intelligent, tu vas à l'université, t'es con, tu fais un métier manuel. Ça n'a rien à voir. Et pour revenir à ce qu'on disait sur la question de l'héritage, c'est pour ça que les tentatives de redistribution équitable échouent pratiquement toujours, parce qu'au-delà de la question pécuniaire, de la question de l'argent, il y a aussi une culture. Il y a aussi une intelligence qu'on n'est pas tous à avoir. On n'est pas tous égaux face à l'intelligence. Donc l'argent et la capacité à en faire est aussi une question d'intelligence et donc une question génétique. Et la génétique dicte aussi l'envie d'entreprendre, l'énergie, l'agressivité de l'entrepreneur. Ça, c'est une nature. T'as des gens qui ne l'ont pas. T'as des gens qui ont la dalle tous les matins, des mecs hyper agressifs au sens entrepreneur, hein, pas au sens agressivité brutale, mais au sens de l'argent et de l'entrepreneuriat. Tu as des gens hyper agressifs qui ont la niaque de manière innée, et tu as des gens très passifs que ça n'intéresse pas. Eux, ils veulent être salariés à 2000 € et ça leur va très bien. Ils n'en souffrent pas, ça leur va très bien. Tu as des fonctionnaires planqués depuis 40 ans, ils touchent 2000, 2300 € et ils sont heureux. Et ils ne veulent rien d'autre. Et quand quelqu'un n'a pas cette culture, tu peux lui donner 1 million. Je vous garantis que si on donne à quelqu'un qui n'a pas la culture pour l'entrepreneuriat, ni l'intelligence, ni la connaissance, ni l'envie, tu lui mets 1 million sur la table aujourd'hui. Imagine un gars pauvre qui galère, tu lui mets 1 million sur la table.
il va aller tout de suite s'acheter, le premier truc qu'il va acheter, c'est une Rolex ou une Patek Philippe. Après, il va aller en boîte, il va s'acheter une bouteille à 1500 euros. Il va réserver une table, il va se prendre une bouteille à 1500 euros, il va inviter les copains pour fêter ça. Après, il va aller s'acheter une voiture de luxe chez le concessionnaire. Au bout de 6 mois, il n'a plus rien. 1 million, c'est pas tant que ça. Au bout de 6 mois, il les a liquidés. Regardez par exemple les clips de rap, qui est typique de la personne qui n'a pas la culture de l'argent. On voit quoi sur un clip de rap? On voit des chaînes en or, on voit des grosses montres, des Rolex, on voit des voitures de luxe, accessoirement des putes qui bougent les fesses, des putes avec des gros boules, ou des comédiennes avec des gros boules, pour pas être vulgaire. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est ça leur représentation de la richesse. Tu les vois avec du cash, des grosses liasses de billets, comme si les riches avaient des grosses liasses de billets. Moi, ça fait, je sais pas, ça fait des années que j'ai pas touché une liasse de billets parce que je n'en ai pas besoin. Tout le monde aujourd'hui paye par carte, fait des transferts bancaires. Qui se balade avec 10 000 euros en liasse de billets? Sans parler du fait que ça devient interdit. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi ils font ça? Parce que pour eux, la richesse, c'est la montre de luxe, la liasse de billets, la grosse bagnole, la soirée en boîte de nuit et la meuf avec un gros cul. Alors que la vraie richesse, les vrais riches, n'ont rien à voir avec ça. La vraie richesse, pour celui qui a une culture financière, c'est un portfolio blindé en actions. C'est ça la vraie richesse. Un portfolio blindé en actions qui fait du 10% par an. Tu places le million. Si tu es en 100% action, que tu fais du 9-10%, ça te fait du 90 000, 100 000 euros par an en brut. Si tu es plus prudent, tu fais du 7% et ça te fait du 70 000 annuel brut. Celui qui a la culture de l'argent, il prend le million, il le place. Celui qui n'a pas la culture, il achète des Rolex, des babioles, des voitures et au bout de 6 mois, il n'a plus rien. Donc, plus que l'argent, ce qui importe, c'est la culture de l'argent. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas de culture, de l'argent, je peux te donner 1 million, je te les offre, je te les donne. Et je te raconte ton avenir, je te le dis. Tu vas faire de la merde. Au bout de 6 mois, tu les auras dépensés. Tu vas faire de la merde. C'est pour ça que cette idée qu'on peut faire tabula rasa de tous les héritages et qu'on repart à zéro après chaque nouvelle génération en redistribuant, est stupide. Et en plus d'être stupide, c'est un danger civilisationnel. Parce que l'autre chose qu'il faut comprendre, et ça c'est peut-être la chose la plus importante concernant la question de l'héritage, l'héritage est la raison pour laquelle nous ne sommes pas des dégénérés. La seule raison pour laquelle les gens qui ont un patrimoine ne le brûlent pas à la fin de leur vie, ne le dépensent pas, ne le jettent pas, ne le dilapident pas, c'est qu'ils ont l'espoir de le transmettre et de le faire perpétrer. Pourquoi quelqu'un, à la fin de sa vie, va continuer à prendre soin d'un domaine, d'un vignoble, d'une maison, d'une entreprise, alors qu'il a 80 ans, peut-être qu'il a entre 5 et 10 ans à vivre, il peut se dire c'est le moment de tout dilapider, tout cramer avant de mourir, comme ça je ne laisse rien. Pourquoi on n'a pas la généralisation de « après moi le déluge » ? La seule raison pour laquelle on n'est pas une civilisation de dégénérés qui brûle tout avant sa mort, c'est la transmission. Si cette possibilité de transmettre disparaît, nous allons devenir des dégénérés. S'il n'y a plus de transmission, la civilisation telle qu'on la connaît est en danger. Parce que le désir le plus profond de l'humain, pour certains c'est conscient, pour la majorité c'est inconscient, c'est de devenir immortel. On veut tous devenir immortels. Même si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, vous voulez devenir immortel. C'est pour ça que vous voulez laisser quelque chose, une trace après votre mort. C'est pour ça que les gens font des enfants. Parce que ça leur donne la sensation, l'impression qu'il y a quelque chose après eux. Ils continuent de vivre après la mort au travers de leurs enfants. Et c'est plus qu'une illusion ou qu'une impression, c'est une réalité. C'est ce que raconte ou explique Richard Dawkins
dans son livre Le gène égoïste. C'est un livre qui a changé ma perception du monde. L'un des livres qui m'a le plus marqué. Parce que ce qu'explique Dawkins dans le livre, c'est une réalité biologique d'ailleurs. Il dit que les gènes ne meurent pas. Un gène est immortel. Le gène qui définit la couleur de tes yeux, le gène qui définit ton caractère, le gène qui définit tel ou tel élément de ton physique. C'est un gène immortel. Il est là depuis des centaines de milliers d'années. Et il est passé de corps en corps. C'est aussi ce qu'explique Dawkins, hein. Les corps sont mortels et le gène utilise le corps mortel pour continuer. Le gène immortel utilise le corps mortel comme véhicule pour continuer son périple dans l'existence ou dans la vie. Et le gène nous manipule à nous reproduire parce qu'il n'a pas envie de mourir. Richard Dawkins fait d'ailleurs un parallèle entre le gène et le virus de la rage. Le virus de la rage manipule le cerveau du chien pour qu'il morde. Et lorsqu'il mord, il se transmet. Donc, pour que le virus ne meure pas, faut qu'il se transmette avant que le chien meure. Le gène, c'est pareil. Il manipule le cerveau de l'homme, il le pousse à se reproduire pour qu'il passe à un autre corps, à sa descendance, avant qu'il meure. Si tu meurs sans te reproduire, le gène meurt avec toi. Quand j'ai lu ce passage, j'ai posé le livre et j'ai réfléchi pendant des jours entiers. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je suis passé de ne pas vouloir transmettre à vouloir le faire. J'ai compris la vie en fait. Au travers de la génétique, j'ai tout compris. La vie, l'héritage, le sexe, pourquoi on fait ce qu'on fait. J'ai tout compris. D'ailleurs, si j'écris un 3e livre, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit 2 livres, MGTOW, des hommes sans femmes, et Caractère, 12 types de femmes à éviter. Ils sont tous les 2 disponibles sur Amazon en version livre, broché, papier et en version numérique. Et si j'écris un 3e livre, ça sera un livre sur la sexualité et de pourquoi le sexe. Pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on trouve une femme attirante. Pourquoi on a envie de se reproduire. Pourquoi on veut une descendance. Qu'est-ce qui nous motive? Et je pense que ça serait un très bon livre pour clôturer la trilogie sur les rapports hommes-femmes. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur les rapports hommes-femmes. Peut-être que c'est un livre que j'écrirai avec vous, hein. J'ai plusieurs projets en cours. Peut-être que je l'écrirai au fur et à mesure des podcasts que je fais. Et à la fin, je produirai un livre qui correspondra à tous les épisodes que j'ai faits. Mais en tout cas, ça, c'est l'un des projets qui me tient à cœur. Pour ceux qui veulent lire Le gène égoïste, c'est un livre très dense. C'est pas accessible à tout le monde, hein. Il y a des auditeurs qui m'ont dit je l'ai lu sous tes recommandations, mais je l'ai trouvé un peu dur. C'est pas un livre facile à lire. C'est un livre accessible, hein. C'est pas de la physique quantique, c'est un livre accessible. C'est un livre de vulgarisation, comme le fait très bien Richard Dawkins, mais il n'est pas pour autant accessible, hein. Faut se concentrer un peu, suivre, avoir déjà une petite culture génétique. Mais s'il y a un livre qui m'a foutu une claque monumentale, j'ai dû m'asseoir et réfléchir sur ma vie, c'est celui-ci. Et donc, quand on comprend que toute la vie, tout ce qui nous pousse à vivre est basé sur la notion du gène égoïste, du gène qui veut se transmettre, on comprend l'intérêt de l'héritage. On sait que si tu transmets des gènes avec un patrimoine, les gènes ont plus de chances de survie. Si je laisse à mes enfants 4 ou 5 millions, je sais que leur vie sera bien plus facile, je sais que leur départ dans la vie sera bien plus facile, ils pourront se payer les meilleures écoles, ils pourront avoir la meilleure vie, ils seront aussi, de par moi, le père, éduqués à la finance, et ils auront encore plus de chances de se reproduire, parce qu'ils feront partie des meilleurs, des élites. Et c'est un peu l'objectif de la vie, améliorer sa génétique, améliorer sa descendance et augmenter ses chances de se reproduire. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des enfants. Il faut avoir des enfants et s'assurer que ça ne sera pas des dégénérés et qu'ils se reproduiront à leur tour. Tu n'as pas réussi quand tu as eu des enfants. Tu as réussi quand tu as eu des enfants qui auront des enfants.
Si tu as eu des enfants, mais que tu as été un parent de merde, un déchet de l'humanité, que ta fille est une déglinguée tatouée dans tous les sens, qui a des daddy issues, qui se fait prendre pour compenser l'amour du papa qu'elle n'a pas eu, ça aussi j'en parle dans Caractère, 12 types de femmes à éviter, le père a un impact significatif sur la fille. Faut pas oublier qu'une femme, c'est d'abord la fille d'un homme, ça a été la fille d'un homme, et cet homme a une importance cruciale sur sa vie. Les hommes de merde font des femmes de merde. Quand vous critiquez une femme, avant de la critiquer, posez-vous la question, qui était son père ? Quand tu vois une femme mal en point, qui souffre, qui est dépressive, qui se comporte mal, qui a beaucoup de problèmes, des problèmes affectifs, quand tu vois cette femme, pose-toi la question, qui est le gros fils de pute ? Qui est le père qui n'a pas fait son travail ? Avant de critiquer une femme, n'oubliez jamais que c'est la fille de quelqu'un. Et posez-vous la question, qui est ce quelqu'un qui a produit, généré ce résultat ? Et donc, pour moi, réussir sa vie, c'est pas avoir des enfants, c'est avoir des enfants qui auront la capacité de se reproduire. Si tu as réussi ça, oui, tu as réussi. Si tu as des enfants et que c'est des dégénérés au chômage, je sais pas si tu as réussi. Donc, ne pas oublier que lorsqu'on cède un patrimoine, on donne à sa génétique un avantage compétitif. Voilà pourquoi le patrimoine est important. Tu donnes à tes enfants et à ta génétique un avantage compétitif pour continuer à se reproduire. Et la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. C'est un peu le problème des courants de gauche ou des idéologies de gauche, c'est qu'ils vont dire « Ah oui, mais ça, c'est pas bien, c'est pas égalitaire, ça veut dire qu'il y a des génétiques qui sont favorisées par l'argent. » En fait, ce que j'aimerais dire aux gens de gauche, ce que vous pensez, la génétique se fout de ce que vous pensez. La nature, le réel, s'en branle de ce que vous pensez. Un lion qui déchiquette sa proie, un lion qui attrape une gazelle, tu le vois la déchiqueter, il l'attrape au cou, elle souffre, elle crie, elle fait des petits bruits et tout. C'est triste. Mais est-ce que c'est mal ou bien ? En réalité, on s'en fout. C'est les lois de la nature. Ça ne se pose pas en termes de bien ou mal. C'est comme ça. C'est des notions qui te dépassent. Donc, le gauchiste, il est là. Ah, c'est triste, la petite gazelle, il faut la protéger, faut lui mettre des aides sociales, comme ça le lion, il peut pas la manger. Faut lui mettre des petites protections, comme ça le lion. C'est exactement ce que font les idéologies de gauche. Ils donnent des aides sociales à la gazelle pour ne pas qu'elle se fasse bouffer. Mais elle se fera bouffer un jour ou l'autre. Vos aides n'y changeront rien. Donner une aide sociale aux fragiles ne changera rien au fait qu'il se fera bouffer. C'est une question de temps. Et ça, je ne dis pas que c'est bien ou mal. C'est les lois de la nature, des lois qui vous dépassent, qui étaient là avant vous et qui seront là après vous. Et vous allez me dire, et on va conclure ce podcast avec cet élément, vous allez me dire, mais la Yael Braun-Pivet, elle a un sacré patrimoine quand même. Parce qu'une chose qu'on a découvert, c'est que elle n'est pas complètement de gauche. Elle a des idées de gauche. Oui, elle a des idées de gauche, redistribution, partage. Mais elle est complètement capitaliste. Il n'y a pas plus capitaliste libéral que le patrimoine de Yael Braun-Pivet. Et on va l'analyser ensemble pour comprendre comment cette personne qui veut supprimer l'héritage, cette personne qui a un cœur de gauche, une petite sensibilité de gauche, investit. Alors, son patrimoine est public. Vous savez qu'en France, tout responsable politique doit déclarer son patrimoine et il le déclare à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, pour qu'on puisse savoir les intérêts qu'ont les uns et les autres. Quand tu es politique, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, si tu ne prends pas des mesures qui vont dans ton sens en raison de tes investissements, etc. Et donc, lorsqu'on lit sa fiche HATVP, sa fiche déposée à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, voilà ce qu'on découvre. Yael Braun-Pivet a des investissements chez L'Oréal à hauteur d'1,5 million, alors plus précisément 1 594 362 €, qui correspondent à 4 165 par L'Oréal.
Elle a des actions chez LVMH, des actions chez AXA, chez Total Energy, chez Crédit Agricole et bien d'autres, notamment chez société Sopra Steria Group, mais de petits montants. On va dire que l'essentiel du capital est investi chez L'Oréal. Alors d'où vient cet argent? Comment un politique peut avoir 1,5 million d'actions L'Oréal, ou l'équivalent en euros, c'est une évaluation, d'1,5 million d'euros? Eh bien, la fiche HATVP de Yael Braun-Pivet mentionne que son conjoint a exercé l'activité professionnelle de directeur de zone Europe chez L'Oréal. Donc, en général, quand tu occupes un tel poste, tu as certainement des actions L'Oréal qui te sont données comme rémunération, comme intéressement, etc. Et ça, c'est paradoxal chez beaucoup d'hommes politiques français. Ils ont un discours de gauche, ils sont de gauche, ils parlent de partage, de justice fiscale, d'égalité, etc. Et ils ont des patrimoines complètement capitalistes. Tu vois, c'est comme si on découvrait que Staline avait des actions chez Ford ou chez Coca-Cola. C'est complètement délirant, ce niveau d'incohérence. Pour la petite populace, pour les LFI qui m'écoutent, je leur raconte des histoires de gauche parce que c'est à leur niveau et parce qu'ils aiment bien ça. Par contre, pour moi et mes enfants et ma descendance, je suis investi en bourse, 1,5 million de capital, voire plus, et je garantis, j'assure mes arrières. Et ce discours est insupportable. Si tu es capitaliste à ton échelle, pourquoi tu ne veux pas la même chose pour le peuple? Pourquoi tu n'encourages pas les gens à investir? Pourquoi tu n'éduques pas les gens à la bourse, à l'investissement long terme? Au passage, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un nouveau podcast qui sera dédié intégralement à l'investissement. Il est disponible sur Patreon et Spotify. Et sur ce format, je ne développerai rien d'autre que la question de l'investissement long terme. Et je le fais sous forme de cours structurés avec des épisodes. Pour l'instant, il y a 2 épisodes et je publierai prochainement la suite. Et mon idée, c'est de démocratiser l'investissement long terme, que tout le monde comprenne enfin qu'est-ce que la bourse, comment on prépare sa retraite en bourse, etc. Et ça me tue de voir des gens investis en bourse qui ont des millions investis, mais lorsqu'ils parlent à la populace, ils leur parlent comme des enfants, ou ils leur parlent comme à des enfants. Toi, petite merde, occupe-toi de tout ce qui est social, redistribution, taxer les riches, va aux manifs, taxer les riches, taxer les riches. Je ne sais pas si vous vous souvenez la connasse qui dansait dans la rue, taxer les riches. Donc vous, ils vous sortent dans les manifs pour aller bouffer les sandwichs merguez avec les syndicats, et eux, pendant ce temps-là, ils ouvrent des comptes brokers et ils placent à droite à gauche 1 million par-ci, 1 million par-là, en actions, en obligations, avec les dividendes qui tombent tous les ans. Voilà comment vous êtes traités par les élites. Le discours de gauche, en fait, il n'est que pour vous, les petites gens, les LFI. On vous donne à bouffer ce discours parce qu'on vous méprise. Comment quelqu'un qui a 1,5 million investi chez L'Oréal ne veut pas la même chose pour les autres? Moi, j'ai 1 million investi grâce à ce que j'ai fait dans ma vie, grâce au fait d'avoir eu la chance de travailler en Angleterre, de découvrir la retraite par capitalisation, de savoir comment ça fonctionne. Par la force des choses, j'y suis arrivé. Et je souhaite ça à tout le monde. Je souhaite que tout le monde ait 1 million investi en bourse. Je vous le souhaite, je veux que vous y arriviez. Et je ne comprends pas comment un politique ne peut pas souhaiter ça pour son peuple. Comment un politique ne veut pas la même réussite pour son peuple? Ce double langage des gauchistes est insupportable. T'as des millions investis en bourse, mais le petit peuple, tu lui en parles jamais. Le petit peuple, c'est ferme ta gueule, va au manif. Prends-toi un sandwich, va au manif et ferme ta gueule. Mets un gilet jaune. C'est toujours bien d'avoir des couleurs. Mets un gilet jaune pour qu'on te voie, histoire qu'on arrive bien à te viser au flashball. Mets un gilet jaune, prends un sandwich merguez et va marcher dans la rue. C'est ça le destin qu'on vous réserve? Vous allez rester des gilets jaunes toute votre vie? Pendant que les autres investissent des millions sur L'Oréal, LVMH, Total? Ne vous faites pas baiser par ces gens. Réveillez-vous.
Ne vous faites pas baiser par ces gens. Ils vous baisent matin et soir. Ils vous mettent des idées staliniennes dans la tête et eux, ils sont à Wall Street. Ils vous baisent matin et soir. Et là, vous allez me dire, mais du coup, l'observateur, il y a un truc que je comprends pas. La Yael, elle a un gros héritage. Elle veut certainement le transmettre à ses enfants. C'est 1,5 million, sans parler de l'immobilier et de ce qu'elle doit avoir ailleurs. Elle a bien à cœur de le transmettre. Mais du coup, si elle ne veut pas d'héritage, si elle veut qu'on supprime l'héritage, elle le supprime aussi pour ses enfants. Eh bien là, c'est encore être naïf parce que ces gens ne jouent pas dans la même cour que vous. Les enfants de Yael, au moment de l'héritage, tu crois qu'ils seront en France ? T'es assez naïf pour croire qu'elle va laisser son héritage en France. Ces gens-là, à la retraite, ça part. Son mari, sa famille est internationalisée. Le mari était directeur de la zone Europe. Donc t'imagines bien qu'il a les moyens de s'installer au Luxembourg, en Suisse. Donc quand l'héritage viendra, et bien sûr l'héritage dépend de ta résidence. Ton statut fiscal dépend de l'endroit où tu vis au moment de l'héritage. Donc t'as bien compris que tout ce beau monde, une fois s'être gavé sur le dos de la bête, ira vivre ailleurs. Il suffit de traverser la frontière, tu vas au Luxembourg, tu vas en Suisse, et c'est fini, t'as plus ces problèmes de fiscalité. Donc, vous ne jouez pas dans la même cour. Quand je vous disais, ces gens vous baisent matin et soir, je pèse mes mots. Tous ces politiques de gauche que vous adorez, ils vous baisent matin et soir. Leur avenir est assuré. Eux, c'est pas des gilets jaunes. Le gilet jaune, c'est toi. Eux, c'est pas des gilets jaunes. Le gilet jaune qui court dans la rue, qui se fait tirer au flashball, qui perd un œil, c'est toi. Eux, c'est pas des gilets jaunes. Eux, ils sont investis chez L'Oréal. Ces gens-là vous baisent matin et soir. Et mon conseil, et c'est sur ça que je vais conclure, arrêtez de vous faire baiser, les mecs. Arrêtez de vous faire baiser. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.